Hello les amis, bienvenue sur ce nouveau chapitre de notre cours Angular 20. Aujourd'hui, nous essaierons de faire fonctionner cette mini application qui est ici un converteur de devises. On va juste se baser sur la conversion de l'euro vers le franc CFA. Et pour ce faire, on utilisera le concept des signaux. Alors les amis, restez branchés, c'est parti. Essayons déjà de comprendre pourquoi la team Angular a voulu insérer ce concept de signaux dans Angular. Alors, le premier point à savoir, c'est pour l'amélioration de la détection de changement. En fait, la détection de changement, c'est ce mécanisme-là qui permet de vérifier qu'une valeur ou que ce soit une promesse, un timer, etc., a changé, par exemple, dans le composant au moment où il est en train de fonctionner. En fait, ce qui est fait, c'est que Angular est basé sur Zone.js pour déclencher automatiquement la détection de changement, mais cela est fait sans granularité. Ça veut dire que si un input dans un composant change, Angular ou Zone.js va parcourir toute l'arborescence des composants afin de notifier ce changement-là et de le prendre en compte. Donc, pour cela, on perdait un peu en performance. Et donc, la team Angular a bien voulu créer les signaux pour pouvoir gérer ça. Alors, si on veut illustrer parfaitement ce qui est dit ici, on va par exemple aller sur ce site-là qui va nous permettre de simuler un peu le changement de détection Angular. Donc, comme je le disais tantôt, par défaut, Angular parcourt toute l'arborescence, toute la pile d'arborescence des composants pour notifier qu'il y a eu un changement sur un composant. Donc, observez ce schéma-là. On a un Tonka qui va représenter un composant, là où c'est marqué default. Pareil, ici, default, default, default. En fait, sachez que les defaults ici, c'est pour dire que sur ce composant parent là, par exemple, on a mis la détection de changement à default. Et là où c'est marqué on push, on a dit que cette détection de changement là sera à on push. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque le changement de détection est marqué à on push, on va venir ajouter une légère optimisation parce que le composant qui est marqué à on push ne va pas s'actualiser aussi lorsqu'il y a un changement, par exemple, dans un composant parent ou à côté de lui. Mais vous verrez tout à l'heure que même ce n'est pas vraiment une solution optimale. Donc, par exemple, si je clique sur ce composant-là, vous verrez que toute la pile d'arborescence ici a bougé et on a eu le changement. Vous avez pu remarquer que tous les composants qui étaient marqués à on-push n'ont pas changé. Donc ça, c'est la petite optimisation que Angular est venu rajouter. Mais n'empêche que si je clique sur le composant on-push maintenant, bien vrai que lorsqu'on a cliqué sur un composant qui était dirty, le composant on-push ne s'est pas actualisé. Mais là, même quand je clique sur un composant on-push, vous verrez que toute la pile également parente et consort est elle aussi actualisée. Donc on a une optimisation, mais cette optimisation est vraiment légère. Donc maintenant, imagine que on ait un mécanisme où quand je clique par exemple sur ce composant là, il y a que lui qui s'actualise et qui met à jour les changements. Donc c'est dans cette optique là que la team Angular a créé les signaux. Donc les signaux vont venir juste mettre à jour les données d'un composant à l'instant T sans passer par la pile des composants. Le deuxième point pour lequel la team Angular introduit les signaux, c'est la limitation d'usage de RxJS. On s'est rendu compte que lorsqu'on voulait gérer des états simples, on était obligé de toujours passer par RxJS. Mais RxJS a une courbe d'apprentissage élevée. Donc même quand on a des besoins simples, on est obligé d'utiliser un truc un peu boilerplate avec les opérateurs. Et vous êtes sans savoir que RxJS, si on fait des souscriptions et qu'on est dessus, on a vite fait de partir sur des fuites de mémoire. Et si on a des fuites de mémoire, c'est des performances cachées dans notre application. Donc, voilà un peu les deux principales raisons pour lesquelles la team Angular introduit les signaux à partir de Angular 15. Pour résumer tout ça, on dira que les signaux sont des primitives React qui nous permettent en fait de gérer simplement l'état dans notre application Angular. Et pour déclarer un signal, rien de plus c'est que de l'importer dans le module Angular et de l'appeler. Remarquez qu'il gère l'inférence de type. Donc ici, il pourra automatiquement reconnaître que c'est un signal de type number. Ensuite, pour la lecture, on va utiliser la structure des fonctions. Donc, par exemple, ici, quand la définition elle est faite avec signal de type number de cette façon-là, pour l'appeler, on va juste appeler value avec les deux parenthèses, comme quand on appelle une fonction et on a le input qui sera 1, 2, 3 ici. Nous allons maintenant passer à un exemple concret qui est notre application de convertisseur de devises sur notre éditeur de tests. Ouvrons le dossier SRC. Dans le dossier app, nous allons créer notre dossier qui va accueillir notre composant converteur. Donc, comme on a fait pour le composant subtitle, on va mettre le nom de notre dossier converteur par exemple, comme ça. À l'intérieur de ce dossier-là, cette fois-ci, nous allons créer le fichier
fichier séparé de HTML, le fichier séparé du CSS et le fichier du composant TypeScript en lui-même. Donc, commençons par créer le fichier TypeScript converter.ts. Ensuite, créons le fichier CSS converter.css. Et enfin, nous créerons le fichier HTML, converter.html. Maintenant que nous avons nos trois fichiers, nous allons commencer par le fichier de composant en lui-même TS. Donc, rappelez-vous toujours, notre composant est une classe et cette classe-là, elle doit être partagée dans d'autres composants éventuellement. Donc, on commence toujours par un export classe et le nom de notre classe. Le nom de notre classe ici, on a dit converter comme ceci et on ouvre la classe, on enregistre. Et notre composant est toujours précédé d'un décorateur add components. Donc là, add components, comme habituellement, on ouvre et là, on va venir ajouter notre sélecteur, toujours app tiret et là, on va mettre converter. Ensuite, cette fois-ci, on a dit qu'on va utiliser un fichier pour séparer le HTML et un fichier pour séparer le CSS. Donc cette fois-ci, pour le HTML, on va mettre template URL, deux points, et on dira que, écoute, le fichier, il se trouve dans le répertoire où on se trouve, et c'est le fichier converter.html. Ensuite, pour le fichier CSS, on utilisera style URL, donc style URL comme ceci, et on lui dira dans le répertoire, et c'est converter.css, comme ceci. On enregistre. Donc là, nous avons défini notre composant avec le template URL et le style URL. À présent, on va venir enrichir maintenant notre HTML et notre converter. Alors, pour ce faire, vous vous rendez dans le dossier public. Bien évidemment, je vous partagerai le lien du code dans la description. Donc ici, vous pourrez avoir le template HTML qu'on va copier comme ceci et le coller ici. On va l'enregistrer. Pareil, on a le CSS aussi. Donc, on va le copier et le coller ici comme ceci. Et là, on va fermer. Donc, maintenant qu'on a fait ça pour le template et le CSS, on devrait pouvoir aller l'importer dans notre composant principal ici qui est app.ts. Donc, si on regarde normalement et qu'on actualise, on a vu qu'on n'a pas encore importé, on a toujours notre première vue. Donc, revenons sur notre appli. Dans le composant app.ts, on va venir importer notre convertor comme toujours. Donc, ce sera convertor comme ceci. Et ensuite, on l'a importé, mais il faudrait l'appeler. Donc là, on va se rendre dans app.html. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est de virer tout ce qui n'est pas utile. Par exemple, tout cela, on va pas l'utiliser. Donc, on peut toujours l'effacer. Remarquez qu'on laisse le router outlet parce qu'on a dit que c'était la porte d'entrée de notre application par rapport au routing. Donc ça, on va le laisser comme ceci. Et on va appeler notre composant avec le nom de son sélecteur comme ceci. Et là, si on enregistre et qu'on retourne normalement sur notre application, on a notre template qui est bien défini comme cela. Donc là, en ce moment, on n'a que notre input et il n'y a rien qui se passe. On est déjà bon pour cette partie-là. Maintenant, on va le faire fonctionner avec les signaux concrètement. Donc, retournons sur notre application. Maintenant que nous sommes sur notre application, on va créer notre signal. Alors, on va ouvrir notre fichier converter.ts. Si nous l'ouvrons, la première chose qu'on doit faire, c'est de pouvoir créer notre signal qui va venir accueillir en fait le nombre qu'on va vouloir convertir d'euros en francs CFA. Donc, par exemple, on pourrait l'appeler amount to convert. Donc, on va l'appeler par exemple amount to convert, comme ceci. On pourrait le mettre en canalisation, bien évidemment. Et dans la définition, rappelez-vous, on a dit simplement que on faisait signal comme ceci, on l'importait de Angular Core et on disait simplement son type. Donc là, on va mettre 0 comme ceci et on peut préciser que il est de type number comme ceci. Alors, le nom amount convert est introuvable. Ah ouais, écoute, je l'ai pas mis au bon endroit, donc je supprime là, je le mets là à l'intérieur comme ceci. Donc, on pourrait dire par exemple que cette propriété-là, elle est visible que dans cette classe et ses sous-classes avec protected et il dit que elle ne peut pas être réaffectée par exemple avec return comme ça. Alors, maintenant, ce qu'on fera, c'est que déjà, si vous voulez, on peut déjà voir comment ça s'affiche tout ça. Par exemple, si on crée une div ici et que
on l'appelle comme cela. Alors, je vais revenir sur les interpolations. Donc, ce que je fais là, c'est une interpolation en Angular. Mais dans le prochain chapitre, je vous expliquerai qu'est-ce que l'interpolation, qu'est-ce que le binding. Pour l'instant, retenez que lorsqu'on a une propriété comme ça dans le composant et qu'on veut l'afficher dans notre vue, on utilise l'interpolation comme ceci. Voilà. Donc, simplement, je vais l'appeler mon amount to convert comme ça et c'est une fonction. Voilà. Donc, si je reviens sur, on a 0, qui est la valeur qu'on a prédéfinie. Ce qu'on aimerait faire, c'est que lorsqu'on change cette valeur-là, on aimerait bien que cette valeur-là aussi se réfère là. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir sur le input. On va rajouter encore une fois, c'est du binding. Donc, pour l'instant, retenez juste que on va revenir là-dessus. Donc, je vous montre ça. Pour faire ça, on utilisera ce qu'on appelle un ng model. Donc, ng model, en fait, il va nous permettre de donner la valeur de notre input en même temps que la valeur d'une propriété qu'on a dans notre composant. Donc ici, c'est amount to convert, comme ceci. Et là, si vous regardez, il nous dit qu'on peut pas utiliser le ng model parce que il ne reconnaît pas. Et ça, c'est parce que en fait, il faudrait qu'on importe un module dans le composant qui s'appelle form module. On reviendra bien sûr sur tout ça lorsqu'on verra les formulaires en Angular. Donc pour l'instant, je vais l'importer pour faire marcher. Donc form module, comme ceci. J'enregistre. Si je reviens là, il nous dit quoi? Ouais, je me suis trompé sur le nom de ma variable, donc je vais copier. Là, je reviens comme ça et je colle. Voilà, là l'erreur elle est partie. Et je pense que si on revient maintenant, vous voyez que là on a 0, là on a 0. Et normalement, si je change cette valeur-là aussi devrait changer automatiquement. Donc vous voyez la manière dont les signaux fonctionnent. Maintenant qu'on a fait ça, on devrait maintenant pouvoir dire que lorsque cette valeur-là, elle change, on convertit déjà on la convertit en XOR. Donc, pour faire cela, maintenant qu'on a bindé notre signal à la valeur de notre input ici, comme ceci, on peut retourner dans notre composant et on va créer une deuxième propriété. Alors, remarquez que si on veut que à partir de cette valeur qui est ici, on ait la valeur correspondante convertie, c'est en quelque sorte une valeur dérivée de cette valeur-là. Avec les signaux, pour créer une valeur dérivée d'une autre valeur, on utilise ce qu'on appelle compute. Donc, pareil ici, je vais créer une propriété qui sera en read-only et qui va s'appeler par exemple amount converted pour dire que c'est le montant qui a été converti. Et là, on va utiliser la fonction computed, comme je disais tantôt. Et cette fonction-là, elle prend un callback. Et là, à l'intérieur, on lui dit, écoute, faut que tu retournes le amount to convert là, multiplié par 650 par exemple. Si on dit que la valeur d'un euro est 650. Donc là, si on retourne normalement, non, pardon, il faudrait on puisse afficher cette valeur-là dans notre template. Si on revient dans notre template, on a notre amount to convert ici. Ensuite, on a là, on va le mettre notre amount converted ici, pardon, comme ceci. Hop, donc ça fait ça XOF. Et on va revenir remettre notre première valeur du montant à convertir ici, comme ça. Et là, si on retourne sur la page maintenant, si je dis par exemple que je convertis 100 euros, vous voyez, automatiquement, la valeur 65 000 sauf. Pareil, si je rajoute à 1000, automatiquement, on voit le changement qui se fait. Donc, vous voyez bien là la puissance des signaux. Essayons maintenant de faire fonctionner ces différents boutons-là. Par exemple, si j'arrive, j'ai pas envie de taper directement le montant que je veux, je clique par exemple, je peux convertir directement 2000 euros ou 5000 euros ou 10 000 euros. Alors, si nous revenons sur notre code, qu'est-ce que cela va donner? Retournons dans notre converteur.ts. Et là, on a nos différents boutons qui sont là. Ce qu'il faut savoir, c'est que on veut que notre amount to convert prenne une certaine valeur à un moment donné. Et ce moment-là, c'est lorsqu'on cliquera soit sur ce bouton-là, ou ce bouton-là, ou ce bouton-là. Donc, quand on clique sur ce bouton-là, il faut que notre amount to convert soit 2000 euros. Si on clique sur ce bouton-là, il soit 5000 euros, et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, on va créer une fonction dans notre classe qui va s'appeler, par exemple, convert tout simplement. Donc, on va l'appeler par exemple convert et à l'intérieur, on va lui donner amount et on dira que c'est de type number. Hop, on ouvre tout ça et elle va rien nous retourner
Donc, y a pas de souci à ce niveau-là. On peut mettre void. Maintenant, comprenez que c'est la valeur de amount to convert qui doit changer. Alors, pour ce faire, il y a une fonction qui s'appelle set. Et c'est cette fonction-là qu'on va utiliser ici. Donc, pour changer la valeur d'un signal, il faut utiliser la fonction, pardon, set. Donc, on fera 10.amount to convert, point set, et on lui donnera le amount qu'on aurait pris en paramètre ici, tout simplement. Donc, lorsqu'on cliquera maintenant ici sur ce bouton-là, je fais ça comme ceci. Euh, hop, une pièce de coup, clic. Donc, encore une fois, je fais du binding ici. Je reviendrai là-dessus sur le prochain chapitre. Donc, comprenez ici que pour écrire, pour dire à Angular que il faudrait qu'il réagisse à un événement, c'est la parenthèse là qui s'appelle le event binding. Donc cette parenthèse là est le nom de l'événement. Donc ici c'est click et on dit au click appelle-nous la fonction convert comme ceci. Et à l'intérieur, ici, c'est 2000, ici, c'est 5000, comme ceci, et ici, c'est 10 000. Donc, simplement, comme ça, on vient de régler notre problème. Donc, si on retourne sur la page, si je clique sur 2000 comme ça, hop, vous voyez que directement notre input a pris la valeur et il a converti. Pareil, si je reclique sur 5000, on fera ça, 10 000, ce sera ça. Et si je supprime, on aura toujours la même chose. Maintenant qu'on a vu les différentes fonctions set, on a vu la fonction computed, nous allons voir une autre fonction assez essentielle qui est la fonction update. Si nous revenons par exemple sur notre vue, imaginons que on veut automatiquement multiplier le montant qu'on aurait rentré ici par 2 par exemple. Essayons par exemple de créer ce bouton-là ici, qui serait un bouton qui s'appellerait plutôt time to par exemple. Je vais mettre comme ça un X time. Donc le but, encore une fois, ce serait de multiplier le montant qu'on rentrerait directement dans le input par 2 et de faire la conversion de ce montant-là. Et là, qu'est-ce qu'on ferait? On n'aurait plus besoin ici de passer quelque chose en paramètre. Et là, la fonction, on pourrait l'appeler times. Ouais, pas se casser la tête, juste pour avoir un nom, comme ceci. Et là, pareil, on pourrait coller ça comme ça. Elle ne ramènera rien. Hop, pareil ici pour les fonctions. On peut utiliser protected aussi si on veut. Voilà. Et la fonction qu'on va utiliser cette fois-ci, comme je le disais, c'est la fonction update. Et là, on l'utilisera toujours, bien évidemment, sur notre amount to convert. Donc, ce qu'on fera, c'est 10.amount to convert, point comme ceci, update. Et cette fois-ci, cette fonction-là, elle attend un callback. Donc, dans ce callback-là, on va prendre la valeur qui existe déjà dans le signal amount to convert. On va dire value ici. Et on va lui dire, écoute, retourne ta valeur là, mais multipliée par 2. Parce que c'était ça, le dit. Donc, multiplié par 2 simplement. Donc, cette fois-ci, si on retourne sur notre application, si on met par exemple 10 ici, si on multiplie par 2, ça fait 20. Et vous voyez, là, on a 20 euros et ça nous donne le montant converti. Ça y est, les amis, j'espère que tout ce tour d'horizon sur les signaux vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à lâcher un j'aime et à très bientôt pour le prochain chapitre.